Découvrez Questions d'aînés, un balado qui répond à toutes vos questions sans aucun tabou sur des sujets qui vous concernent. Animé par Nathalie Robert, plongez avec nous dans des conversations intéressantes avec des professionnels d'ici. Bonjour, bienvenue au balado La fraude chez les aînés. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 invités. Madame Lorraine Haddad, bénévole cuisinière à la Popote roulante depuis bientôt 2 ans. Monsieur Michel Brodeur, bénévole au service d'accompagnement transport médical, lui aussi bénévole depuis bientôt 2 ans. Et Madame Stéphanie Côté, agente aux relations communautaires à la direction de la police à la ville de Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, on va parler de la fraude chez les aînés. Ma première question s'adresse à Stéphanie. Stéphanie, j'aimerais savoir pourquoi c'est si important de faire la prévention de la fraude chez les aînés. Bien, il faut comprendre que la fraude, c'est... en fait, chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, que vous répondez à un appel téléphonique ou vous consultez vos courriels, vos messages textes, vous vous exposez à des arnaques. Donc, pourquoi chez les aînés, c'est important au niveau de la police de faire de la prévention? Il faut comprendre qu'il y a des chiffres qui sont sortis au niveau des fraudes. Entre 2021 et 2023, en Mauricie, 64 d'augmentation des dossiers de fraude ont été observés. Au niveau de la ville de Trois-Rivières, ça nous impacte aussi. On a des bons chiffres, là, des bons chiffres. Désolée d'appeler ça des bons chiffres, là, mais des bons chiffres de dossiers dénoncés en termes de fraude. Il faut comprendre que les chiffres que nous avons, ce sont les gens qui ont dénoncé. Donc, c'est probablement la pointe de l'iceberg, comme je pourrais dire. Donc, assurément, il y a des gens qui ne dénoncent pas. Puis, au niveau de la ville de Trois-Rivières, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre population aînée est quand même très présente. Une personne sur 4, 25 de la population est âgée de 65 ans et plus. C'est une partie de la population qui est vulnérable aux fraudes, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'au niveau prévention, on trouve ça vraiment important de venir informer les gens, puis de venir outiller les gens aussi à ne pas devenir des victimes de fraude. Merci. Oui, vas-y, Lorraine, justement, tu avais une question, je pense, par rapport à ça. J'aimerais savoir lesquelles fraudes sont les plus populaires. On a beaucoup de stratagèmes de fraude, malheureusement, qui sont observés. On peut juste compter, exemple, les fraudes de saisonnières. Exemple, quelqu'un qui se présente chez vous pour un service d'émondage et demander un dépôt puis ne jamais venir faire les travaux, comme aussi peut être exposé dans le coin des périodes de logement, des messages textes qui vont nous dire qu'on n'a pas payé notre loyer et qu'on doit faire une telle procédure pour payer nos loyers. Au niveau des aînés, on observe beaucoup 3 types de fraudes, là. Puis il y en a d'autres parce qu'on pourrait parler de fraude jusqu'à probablement demain matin, puis on n'aurait pas terminé. Mais au niveau des aînés, on observe beaucoup la fraude faux représentants, la fraude de type grands-parents et la fraude amoureuse. C'est des fraudes qu'on observe qui vont faire des victimes, en fait, des victimes au niveau monétaire, là, quand même des grosses pertes monétaires, mais aussi ça amène là, plein de si on peut dire, de conséquences aussi au niveau psychologique là, chez ces victimes-là. Okay. Merci. Mais on voit quand même, même c'est toutes ces fraudes-là on entend, puis que j'accompagne encore des personnes. La semaine passée encore, une personne de 90 ans, quelqu'un qui se fait passer pour un directeur de banque pour dire, on va geler vos comptes, le stratagème que tu parles. Mais en tant que personne, là, quelqu'un qui m'appelle chez moi ou que chez une autre personne, c'est quoi les signaux que moi, qu'il faut que si j'entends, si je vois ou si on me texte, on m'envoie un courriel, y a-t-il des signaux d'alarme là-dessus qui pourraient que un drapeau rouge qui lève pour dire, OK, là, faut que... Non, c'est vraiment un faux représentant, une fausse demande, peu importe, parce que pour pas me faire frauder. Y a-t-il des signaux que tu pourrais nous raconter, Stéphanie? Bien, premièrement, je vais te donner comme conseil, quand c'est un courriel, un appel téléphonique ou un texto qu'on n'attend pas nécessairement, déjà là, ça devrait nous donner un petit signal d'alarme. Dans les fraudes que je vous ai parlé, la fraude faux représentant. La fraude faux représentant, c'est justement un employé de caisse ou de banque qui va communiquer avec vous, va vous expliquer que vos cartes ont été fraudées. Et pour vous aider
à récupérer vos cartes, on vous demande vos numéros d'identification personnelle, votre NIP, et on vous dit que quelqu'un va passer chercher vos cartes à la maison et que vous allez les récupérer là, dans les jours suivants. Donc, l'afficheur, on pourrait se dire, ben là, ça l'a affiché Desjardins, exemple. On va donner Desjardins comme exemple. Là. Mais ça peut être n'importe quelle banque. Là. J'ai l'afficheur de Desjardins, puis c'est quelqu'un qui se présente de Desjardins. Fait que les gens vont avoir tendance à dire, ben, mon afficheur m'a mis le numéro de Desjardins, donc je fais confiance. Quand on vous dit des signaux d'alarme, c'est peut-être plus des petites façons de dire, oh, OK, j'ai reçu un appel que je devais pas avoir. OK, un petit signal d'alarme. Après ça, on me demande des renseignements personnels. Il faut savoir qu'aucune agence, que ce soit gouvernementale, municipale, la police, pensez à tous les organismes gouvernementaux auxquels vous pouvez penser, puis même aux organismes municipaux, jamais on va vous demander des renseignements personnels au téléphone. Donc, quelqu'un qui vous demande des renseignements personnels alors que ce n'est pas vous qui avez initié la conversation, c'est pas vous qui avez appelé, exemple, votre représentant de Desjardins pour une problématique dans vos choses, mais ça devrait vous porter une petite puce à l'oreille. Là. OK, on me demande des renseignements personnels. Quand on me demande des renseignements personnels, bien sûr, on ne les donne pas. Mm-hmm. Mais, tu sais, pour juste rajouter là-dessus, sur les sortes de fraudes, oui, au niveau bancaire ou à la caisse, les faux représentants, mais il y a une personne que je connais ils ont appelé chez elle pour disant que, exemple, son fils ou un membre de sa famille avait besoin d'argent parce soit qu'il était arrêté pour dédommager, puis se sont présentés à son domicile à la personne. La personne a pris le temps quand même d'aller au guichet, retirer 1 000 $. La personne a cogné ici, à Trois-Rivières. Il a donné 1 000 $. La personne est partie. C'est pas juste non plus au niveau bancaire ou caissier là, qui au téléphone. Il y a même du monde qui se présente chez soi dans ces fraudes-là. Effectivement, dans la fraude faux représentant qu'on a parlé, effectivement, il y a quelqu'un qui se présente chez vous pour récupérer vos cartes. Dans le stratagème que vous me parlez, c'est le stratagème de l'arnaque des grands-parents. Ah oui. Donc, une personne qui se fait appeler par une personne qui tente de se faire passer pour un membre proche de sa famille, il va toujours avoir une problématique observée. Fait exemple, puis je peux vous donner le stratagème qu'on retrouve présentement beaucoup dans nos plaintes de fraude de grands-parents. C'est « Bonjour, mamie, c'est Stéphanie. Écoute, je suis au poste de police présentement. J'ai fait un accident. J'ai frappé une femme, elle est enceinte, puis elle risque de perdre son bébé. Donc là, je suis en prison au poste de police. J'ai le droit de faire un appel. Fait que, mamie, j'ai décidé de t'appeler toi parce que j'ai confiance en toi. J'ai droit à un appel, puis, tu sais, ils m'ont enlevé mon cellulaire parce qu'ils pensent, justement, que j'utilisais mon cellulaire avec moi en conduisant, puis c'est ça qui aurait causé l'accident. Donc, si tu acceptes, ils m'ont donné un avocat, puis l'avocat rentrera en contact avec toi. C'est le stratagème qui est observé. Fait que la personne répond. Le numéro affiché, ça peut être un numéro officiel comme un numéro non officiel, mais comme je rappelle, l'afficheur, c'est important. De la police. C'est ça. Fait que, mettons, nous, la police, on appelle, ce serait un numéro privé. Oui, donc, fait que, puis... Non confidentiel. Ce qui est observé, c'est souvent, les gens vont dire « J'ai reconnu la voix de ma petite fille ou la voix de mon petit garçon. » Fait qu'ils vous donnent ce stratagème-là. Ensuite de ça, vous acceptez de parler avec l'avocat. Donc, c'est un avocat qui communique avec vous. Puis, il y a plusieurs échanges qui sont faits pour que finalement, effectivement, vous vous rendiez à votre institution financière, retirez les sous, vous revenez au domicile. Puis, il y a quelqu'un qui se présente pour récupérer les sous. Parce que vous, vous, ce que vous voulez, c'est que votre petite fille ne passe pas la nuit en prison. Vous voulez vous dépêcher à donner la caution. Fait qu'il y a quelqu'un qui vient la récupérer chez vous. Vous êtes bien content parce que vous dites que l'argent va se rendre rapidement, que votre petite fille va être libérée, mais au final, vous n'en entendez plus parler. Puis c'est les fraudeurs qui ont quitté là, avec les sous qui étaient destinés là, à aider votre petite fille ou votre petit garçon. Fait que ça, cette fraude-là, ça s'appelle la fraude des grands-parents. La fraude des grands-parents. Fait que ça, est-ce qu'elle prend différentes formes ou c'est... Là, tu dis que de ce temps-ci, c'est plus... parce qu'avant, ce qu'on observait, c'était plus, exemple, mamie, c'est moi.
OK, c'est Stéphanie? Ah. Oui, c'est Stéphanie. Fait que, tu sais, Ah. les gens donnaient Le nom. Eux autres le mêmes. nom, donnaient, Ouais. tu sais, aux fraudeurs des munitions. Ah. Tu sais, pour venir. Fait que là, après ça, ben, la personne, tu sais, avait le beau jeu de dire, ben oui, c'est Stéphanie, puis expliquer peut-être le même stratagème. Maintenant, ce qu'on voit, c'est l'intelligence artificielle qui s'est mêlée de ça. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, les gens nous disent, ben j'ai reconnu la voix de ma petite fille, j'ai reconnu la voix de mon petit garçon. Donc, on comprend que maintenant, l'intelligence artificielle, en fait, les fraudeurs se sont dotés de l'intelligence artificielle pour pouvoir... Tromper le monde. effectivement. OK. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention pour éviter de se faire piéger? Bien, premièrement, je vais le répéter, de toujours faire attention de qui provient le message ou l'appel ou le courriel, de toujours prendre la peine de vérifier, puis de prendre son temps. C'est parce que ce qui arrive avec... Tu sais, il faut comprendre, les fraudeurs, eux autres, c'est une business, c'est leur travail, 8 à 4. Nous, travail. on va travailler, mais 8 à 4, leur travail, eux, c'est d'aller chercher des sous dans les poches des gens. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vont se doter de beaucoup de façons de contrer peut-être notre travail pour essayer de les contrer. Je ne sais pas si c'est Oui, clair non, comment mais je oui. le dis. Puis jouer sur les émotions Ben, beaucoup. Oui, puis tu sais, c'est ce qui se passe. Fait que les gens vont être soit pressés parce que vos cartes ont été fraudées, mais là, ça me prend mes cartes. Donc, vite, je vais vous aider. OK, parfait, quelqu'un qui m'aide. La fraude des grands-parents, on les prend par les émotions. En tout cas, je ne suis pas grand-maman, mais je suis maman. Puis, je m'imagine mamie recevoir un appel de ma petite fille qui pleure, qui est en trouble. Ce qui pogne, ça pogne directement au cœur. Ouais. Donc, là, les émotions. Fait que là, on vient prendre les gens avec les émotions. Puis là, tu sais, le réflexe de réfléchir ne vient plus là parce que le cœur est tellement... Tu sais, quand on dit là, quand les émotions dans le cœur, c'est trop plein, la tête, on dirait qu'elle ne suit plus. Fait que ce qui fait en sorte que, c'est ça, en les prenant par les émotions, les gens veulent à tout prix aider leur petite fille. Fait que ils vont rentrer dans le jeu puis ils vont se faire prendre malheureusement à ça. Donc, toujours faire attention de qui provient le message, toujours essayer de prendre votre temps, de réfléchir. Il n'y a rien qui presse assez pour perdre vos sous. Dans le cas d'une fraude faux représentant, raccrochez, rappelez votre institution financière directement au numéro officiel qui se trouve derrière votre carte. Vous allez parler à quelqu'un de votre institution financière. Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que mes cartes ont été fraudées. On va vous le dire si c'est vrai. Probablement qu'ils vont vous dire que c'est une fraude. Ouais. Mais en rappelant votre institution financière, Là. c'est une bonne façon. Après ça, ben, vous allez avoir le cœur net, puis ben, vous n'aurez pas entré dans le jeu. Puis la chose qui devrait aussi nous porter une petite puce à l'oreille concernant vos numéros d'identification personnelle, votre NIP. Jamais donné ça. Jamais donné Non. ça à personne. Jamais donné ça à personne. Ça le dit, c'est un numéro d'identification personnelle. Puis je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce que c'est des choses qu'on voit. C'est malheureux, mais on le voit. 1, 2, 3, 4. Ben, 1, 2, 3, 4, effectivement. Un NIP facile. Un NIP qui est écrit derrière la carte de guichet. Oui. La carte Desjardins ou n'importe quelle institution financière. Le NIP écrit sur un petit papier dans le portefeuille. Vous perdez votre portefeuille avec vos cartes. Les fraudeurs ont le beau jeu encore là. Puis, je me permettrais aussi, vu qu'on parle à des aînés, nous, on a développé une conférence qu'on a donnée là, sur la fraude, justement, dans plusieurs résidences. Puis, les gens peuvent nous poser des questions. Puis, il y a une dame qui nous avait interpellés parce qu'elle disait elle fait du Parkinson, elle shake beaucoup, a de la difficulté à faire ses NIP. Donc, moi, je laisse ma carte au livreur de médicaments, je lui donne mon NIP, puis après ça, il fait la transaction pour moi. Fait que ça aussi, c'est une chose qu'on voit, puis on va donner le conseil aux gens de ne jamais faire ça. Il y a moyen d'être avec les nouvelles cartes, avec le PayPass qu'on appelle. Ça peut vous permettre justement de pouvoir faire des transactions plus facilement malgré votre état de santé. Donc, au niveau du numéro d'identification personnelle, quand on me demande ça, ça devrait me dire non, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Oui, hein. Fait qu'au niveau de la fraude faux représentant, ce seraient les conseils là, que j'aurais à donner.
Au niveau de la fraude des grands-parents, c'est un petit peu de prendre son temps. Je comprends que si vous recevez l'appel de votre petite fille en pleurs, ça va vous prendre au cœur immédiatement. Mais il y a des façons, il y aurait une belle façon de se protéger. Puis, je ne vais pas prendre le crédit sur ce conseil-là. Je vais le donner à la personne à qui ça revient. Quand on a décidé de développer notre conférence fraude, en même temps, un beau hasard, on a eu un appel d'une dame. En fait, cette dame-là avait été rencontrée par des policières parce qu'elle avait vécu une arnaque de type grands-parents. Puis, pour apporter sa contribution à faire en sorte qu'il y ait moins de victimes, elle a commencé à collaborer avec nous et à faire plusieurs des conférences avec nous. Puis, cette dame-là a donné un conseil qui, honnêtement, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner pour vous protéger. Elle, après que l'événement soit arrivé, elle a décidé de se donner un code. Donc, on s'est donné un code familial. Donc, tout le monde dans la famille, on sait ce code-là, on se l'est donné verbalement. On ne l'a pas écrit sur nos cellulaires, on ne se l'est pas écrit nulle part. On s'est donné un code, ce qui fait en sorte que quand, mettons, votre petite-fille appelle, votre code, c'est banane. Ben, c'est quoi le code? Mamie, je ne m'en rappelle plus, je suis trop stressée. Ben, Désolée. Tu rappelleras quand tu te rappelleras du code. Très bonne idée. Donc, c'est une belle façon parce qu'il faut comprendre que, je l'ai dit tantôt, les fraudeurs, c'est une business. Oui, les policiers, on travaille d'arrache-pied pour essayer de contrer la fraude, de procéder à l'arrestation de fraudeurs, mais ce sont des enquêtes souvent qui vont être difficiles à mener. Souvent, les fraudeurs ne sont pas nécessairement au Québec, au Canada, vont être outre-mer, donc c'est difficile. La façon qu'on peut être plus fort ensemble, c'est d'être prévenu. D'être en prévention. D'aller en prévention, d'avoir des trucs, d'avoir des conseils. Puis le conseil du code, à mon avis, je pense que ça peut sauver un bon nombre de personnes là, de stratagèmes de fraude. Oui, vraiment. Oui, parce que c'est pas. En fait, il n'est pas écrit. Non. C'est un mot, c'est facile à retenir. Tout le monde peut. C'est pas un NIP, là. Non, c'est ça. C'est quoi le code? Voilà, tu le sais pas. Ben, c'est ça. C'est un très bon truc. Puis je lui donne le crédit, mais à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais vraiment donner ce truc-là aux gens parce qu'on c'est dommage y croit vraiment. Dommage qu'il a fallu qu'elle soit victime pour pouvoir en découler d'avoir pensé à ça. Mais c'est cette femme-là, je pense, que vous avez parlé, qui est dans votre documentaire, qui est dans votre nouveau vidéoconférence. Vous avez un... Oui, bien, en fait, on a une conférence. Soit que quand elle est disponible, on l'amène avec nous dans ces conférences-là. Okay. Puis, quand elle n'est pas disponible, effectivement, on a fait une vidéo avec elle où elle raconte, elle raconte le stratagème qu'elle a vécu. Okay. Elle raconte aussi les émotions que cela lui a fait vivre parce qu'il faut comprendre que, tu sais, je vous ai parlé d'emblée en entrant des chiffres. Je vous ai dit, il y a tant de dossiers, mais c'est sûr qu'on sait parce qu'il y a des gens qui ne dénoncent pas, puis on sait qu'il y a des gens qui ne dénoncent pas par honte, par gêne, par peur de représailles. Puis cette dame-là vient beaucoup nous aider à démontrer aux gens l'importance de dénoncer, que ce soit pas seulement pour le fait qu'ils ont vécu de quoi de criminel ou qu'ils ont eu des pertes d'argent, mais aussi pour eux-mêmes. Parce qu'on s'entend que dans certains dossiers, il peut avoir des impacts psychologiques là, à court, moyen, long terme. Donc, le fait de dénoncer aussi, on va pouvoir offrir aussi de l'aide à ces gens-là là, avec des ressources là, externes à nous, mais des ressources qu'on sait qui peuvent les aider pour ça. Là. C'est bon. Tu sais, tantôt, tu as parlé, tu as touché un petit peu à l'intelligence artificielle. Tu sais, on voit que ces technologies-là, eux autres, ils l'ont pris. Alors... pour eux autres mêmes. Et vous, comment vous voyez venir ça, vous? Quel impact ça va avoir, ça, au niveau de ces fraudes-là, par rapport à nous, ou les personnes plus vulnérables, on pourrait dire, là? Y a-tu quelque chose, tu pourrais nous parler là-dessus? C'est difficile à mesurer jusqu'où ça peut aller, parce que il y a quelques mois, on ne parlait même pas d'intelligence artificielle dans les dossiers de fraude.
Il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Là, je vous dirais, l'année dernière, on aurait parlé avec des enquêteurs, puis non, l'intelligence artificielle, c'est pas rendu là. Puis là, c'est là. là, ça l'a avancé, puis maintenant, on est rendu avec l'intelligence artificielle au niveau verbal. OK. Les imitations de voix, l'intelligence artificielle va là. Est-ce qu'éventuellement, ça ira pas plus loin? Est-ce que l'intelligence artificielle ne fera pas en sorte que ce soit maintenant des images aussi? Est-ce que vous seriez... Qui ont été trafiqués. Vous pourriez parler via une application de votre téléphone avec quelqu'un de votre famille, mais ça pourra être quelqu'un d'autre avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est sûr que, d'où c'est plate à dire parce qu'il faut maintenant dire aux gens d'être méfiants plus que plus. Parce qu'on sait pas jusqu'où ça peut aller avec ça. Mais assurément, on le sait que présentement, là, il y a des dossiers où l'intelligence artificielle est impliquée. D'où de là, tantôt, quand tu as parlé avec le code, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou Au téléphone. téléphone, peu importe, si tu as un code, ça vient tout casser. Là, les autres, ils ne peuvent pas aller vraiment principe, plus loin. oui. Là. C'est ce qu'on pense. Est-ce que c'est infaillible? Ben, l'avenir pourra nous le dire, Ouais, c'est ça. malheureusement ou heureusement. Mais pour le moment, c'est comme mettre une clé sur votre cadenas, là, puis vous gardez la clé dans vos poches. Tout à fait. Ça aide plus à prévenir. En tout cas, ça peut réduire beaucoup. Ça serait déjà ça. Là, Effectivement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de moins en moins de dossiers parce que les gens vont être de plus en plus prévenus puis moins facilement victimes, là, justement, de fraude. Concernant les appels téléphoniques, ils disent maintenant qu'on ne doit plus répondre « oui, allô » à cause du « oui », parce qu'en disant « oui », on donne notre autorisation si ils nous appellent. Les fraudeurs nous appellent, ils ont notre « oui ». Parce qu'il y a des caisses, je ne sais pas si c'est les caisses, mais je crois qu'il y a des banques qui fonctionnent comme ça. Tu réponds « Voulez-vous faire un transfert? » Oui, oui. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'on doit faire attention maintenant ou si c'est une légende plus urbaine? On entend de plus en plus parler. Je vous avouerai que je n'ai pas fait la vérification moi-même à savoir si réellement on doit arrêter de dire oui, allô. Ce serait des choses que je vais vérifier parce que vous n'êtes pas les premiers à amener ça comme question. On l'a aussi dans nos conférences. Donc, c'est sûr que ça serait à vérifier de mon côté. Là. Je veux pas vous dire. Je veux pas vous dire de ne pas le faire. Et on s'entend que si pour vous, c'est facile de ne pas le faire et vous ne voulez pas le faire, aussi bien, c'est une autre façon de se protéger. Mais je ne peux pas vous dire à 100% que c'est prouvé que... OK. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements, tu penses qu'on devrait savoir par rapport aux fraudes des grands-parents, entre autres? On n'a pas abordé la fraude amoureuse. Peut-être qu'on pourrait en glisser un mot. Normalement, comment ça fonctionne, cette fraude-là? La fraude amoureuse, ça va être une fraude qui va se passer beaucoup avec les réseaux sociaux. Ah, OK. Déjà, on observe beaucoup de dossiers où les gens ont rencontré des gens via les réseaux sociaux, des personnes qui leur ont fait des demandes d'amis. Ils ont commencé à discuter, puis... tranquillement, une relation qui s'est installée entre ces gens-là. Puis, au final, ce que ça amène, c'est que la personne qui se dit être, exemple, Patrick, 60, 65 ans, grisonnant un petit peu, beau ranch au Texas. C'est souvent ce qu'on va observer. C'est un profil parfait, un profil souvent par Facebook. Là. C'est celle-là que je connais le plus. Peut-être qu'il y en a sur d'autres réseaux sociaux, mais j'ai plus la génération Facebook. Donc, un profil parfait, un profil qui est créé il y a quelques jours avec quelques photos. Puis les gens vont commencer à discuter, vont les inviter à discuter sur d'autres plateformes. Et c'est là que la relation s'installe. Ça peut prendre des jours, des mois à installer cette relation-là. Puis l'être aimé va dire, ça peut être, je vais aller te voir au Canada, enfin je vais pouvoir aller te voir. Puis là, vont prévoir de venir vous voir. Puis là, il va arriver, je suis à l'aéroport, mon visa refusé, j'aurais besoin d'argent, je vais te le remettre. Ou ce qu'on a pu observer aussi, c'est des gens qui disaient, j'ai investi dans
n'importe quelle compagnie. Là. J'investis dans telle valeur ou telle compagnie. Donne-moi tant d'argent. Tu vas voir, ça va grossir. Je vais te rembourser, puis on va faire de l'argent ensemble. On peut avoir aussi le stratagème que un membre de la famille de cette personne-là a besoin d'aide, donc demande de l'argent. Au final, ça va faire en sorte que la personne va avoir des pertes financières. Puis dans les dossiers dont moi j'ai été mise au parfum là, de fraude sur notre territoire, de fraude amoureuse, c'est entre 10 000 et au-dessus de 100 000 de pertes là, pour ces gens-là. Là. OK. Les autres, dans le fond, ils puisent jusqu'à temps que ça se... ils Qu'il y en ait atteignent plus. le fond, là, que l'autre atteigne le fond pour avoir la dernière scène. Tant que la personne en Presque. donne. Tant que la personne Tant que en la donne. personne en donne. J'ai des histoires qui m'ont été racontées par des victimes qui ont perdu des valeurs, qui ont perdu des voitures, qui ont perdu justement dans leur le maison, stratagème de sûrement, fraude aussi. amoureuse, Ouais. parce qu'ils se sont rendus à des montants, Phénoménal. effectivement, des montants, on peut dire, l'argent d'une vie ramassé. Là. OK. Oui, Parce que les autres ont ça. vraiment le tour, parce qu'il y a même des personnes âgées, même avec l'entourage de la famille, qui disent non, il était en train de te faire frauder, et puis cette personne-là est tellement Convaincu. convaincu, justement, que C'est pas vrai. il l'aime, puis que je vais lui donner de l'argent. Même là, au niveau psychologique, la personne, ils sont capables de chercher. On rappelle que les fraudeurs vont y aller avec l'urgence ou les émotions. Dans la fraude amoureuse, on est totalement dans les émotions. Donc, souvent, effectivement, des membres de la famille qui vont des fois sonner des petites alertes. Ton Patrick, je prends Patrick comme exemple parce que c'est mon Patrick de mes conférences. Là. Je ne vise aucun Patrick grisonnant. Là. Mais c'est... Puis, dans le fond, j'ai perdu mon idée. À cause de Patrick. C'est à cause de Patrick. Il nous prend par les émotions. Oui, c'est ça. Il vient nous prendre par les émotions. Donc, les gens, tu sais, on l'a dit tantôt, quand un coup je suis pris dans les émotions, c'est difficile de réfléchir. Puis, c'est ça, des fois, les gens autour vont s'en rendre compte, puis vont essayer d'en parler avec la personne, mais la personne est tellement convaincue que cette personne existe, que cette personne-là a des sentiments, que c'est là que ça devient difficile. C'est une fraude qui est difficile à... C'est long à monter oui. aussi, parce que, tu sais, c'est de longue haleine, là. C'est pas la fraude que t'appelles oui, je suis chez Desjardins, votre carte a été fraudée. C'est pas long, là. Fait que j'imagine que la fraude téléphonique, la fraude bancaire, il y a plusieurs lignes qui sont mises en business, comme tu me disais, contrairement à la fraude amoureuse qui est de plus longue haleine, parce qu'il faut quand même que la personne ait le temps de développer... faut entretenir une relation. Oui. Puis, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a frappé. Tu as dit que c'était une business. C'est vraiment structuré. Là. C'est physique. C'est des blocs. C'est des... Ça peut être de plusieurs façons. C'est sûr et certain, oui, on entend que des fois, il y a des fraudeurs qui sont dans un autre pays, à savoir comment c'est organisé là-bas. Mais ici, au Québec, dans les médias, on peut voir à l'occasion des perquisitions à des bureaux, là, justement, de fraude. Puis, il y en a une qui a été portée là, à mon attention. C'est vraiment comme un centre, les centres d'appel. Un centre d'appel. Carrément comme un centre d'appel avec des bureaux, des gens qui sont là. C'est fou. On appelle un peu la fraude, l'hameçonnage aussi, qui sont là, qui lancent des lignes et qui prennent là, justement des gens qui font des victimes de cette façon-là. Fait que, je comprends que c'est difficile avec la nouvelle technologie. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de la même façon, puis sans faire d'âgisme là-dedans. Non, pas du tout. Il y a des gens de 60 ans qui sont extrêmement bons avec la technologie, comme il y en a de 35-40 qui sont moins. Là. Donc, c'est là que c'est difficile avec toute la technologie qui est présente, mais c'est là de dire qu'il faut être encore plus prudent, encore plus méfiant, poser des questions, prendre le temps. Puis, dans toutes les fraudes qu'on a parlé, que ce soit, vous raccrochez. Au pire, vous raccrochez le téléphone. Puis ils rappelleront. Ils vont rappeler. On parlait en début d'émission aussi des fraudes, là, que ce soit par texto ou par courriel. Ce qui est important, dans ces fraudes-là, vous allez toujours avoir un lien à suivre. Donc,
Aujourd'hui, vous avez été capté dans une zone de 30 km/h, vous avez une amende. Pour percevoir l'amende, suivez le lien suivant. Ah, c'est pas vrai, ça? Dans vos courriels. Tu vas pas avec les aînés qui se font pogner? Ben, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Puis là, la période des fêtes va être une période à ça aussi. Propice, oui. J'observais que là, c'était la Société de l'assurance automobile qui a envoyé un texto comme de quoi il y avait des trop perçus sur vos. Donc, pour en récolter, veuillez suivre. Ouais. Ils vont toujours vous mettre des hyperliens. Là-dedans, c'est important de ne pas les suivre. Quand vous suivez ces liens-là, c'est là que vous... On se fait pogner. Ben c'est ça. Soit soit vous allez rentrer des renseignements personnels, des informations bancaires. Donc, il faut comprendre qu'à la minute que ça s'est envoyé, on n'a plus vraiment de contrôle. Puis, période de Noël s'en vient, les achats en ligne. Remarquez qu'avec les délais de livraison, c'est peut-être moins bien, mais les achats en ligne, c'est un petit peu la même chose. Il y a des manières de se protéger des achats en ligne. Vous recevez une belle offre par courriel de tout est à 50% chez Bouclair. Peut-être d'aller vérifier directement sur le site de Bouclair peut vous amener à dire « Oh, OK, finalement, non, c'est pas vrai. » Dans les barres d'adresse, c'est toujours important de retrouver le HTTPS avec le petit cadenas fermé. Ça peut être une façon aussi de vous protéger puis de vous dire que vous faites vos transactions sur un site sécurisé. C'est très, très important. Puis, tu sais, on en revient à je reçois un courriel de telle compagnie ou de Poste Canada ou du corps de police ou de la municipalité de Trois-Rivières. Ben, comme je vous ai dit d'emblée avec les faux représentants, appelez donc directement. Appelez donc Poste Canada. Est-ce que c'est vrai que j'ai un colis qui est retenu? Vous pouvez appeler la police. Est-ce que c'est vrai que j'ai une amende? C'est toutes des choses d'aller faire d'une double d'aller valider. Ça existe encore le téléphone, hein? On peut encore s'en servir. Oui, effectivement. Donc, il n'y a jamais rien qui presse. Jamais. Oui, c'est vrai. Il faut se mettre ça, là. Il n'y a rien qui presse. Même si on vit dans une société, c'est au bouton là, qu'on veut tout de suite, il n'y a rien qui presse. Tout à fait. Aussi, parce que ça, on veut tout le temps aller vite, on veut aider rapidement, on veut... mais dans tout ça, c'est... OK, il faut prendre le temps. Oui, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on a parlé de la fraude chez les aînés, mais la fraude, il y en a qui ont 20 ans qui se font frauder. C'est toutes les ranges d'âge. C'est partout. Oui, c'est différente. C'est sûr que là, celle des aînés est plus, nous touche ici particulièrement, vu qu'elle est en hausse. Alors, je vous remercie toutes les trois, Stéphanie, Lorraine et Michel, d'avoir participé, d'avoir contribué en tout cas à la prévention. On va souhaiter que notre podcast fasse des petits puis qu'il y ait d'autres personnes à ne pas se faire frauder. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Question d'aînés est un balado du Centre d'action bénévole du Rivage réalisé par la Gazette de la Mauricie. Ce projet a été financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les opinions et les interprétations figurant dans ce balado relèvent des participants et participantes et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.